C'est en Afrique que se joue largement l'avenir du monde. Emmanuel Macron a profité de son premier discours devant les ambassadeurs mardi 29 août à Paris pour lever encore un peu plus le voile sur les grandes orientations de sa politique étrangère et réitérer sa volonté de placer le continent africain au cœur de la diplomatie française. Il a dévoilé la composition d'un groupe d'experts, ce qu'il a appelé le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Emmanuel Macron qui s'abourache de l'Afrique. Pourquoi créer donc un Conseil présidentiel pour l'Afrique? Comment subitement l'homme est-il devenu aussi amoureux d'un continent à forte démographie, des guerres et du terrorisme? Conseil présidentiel pour l'Afrique. Pourquoi la France s'intéresse davantage au continent africain? Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Merci d'être là sur ce plateau. Merci, c'est moi. En face de vous, c'est Parterne Chams. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes porteur de projet béninois qui a vécu pendant longtemps dans l'Hexagone. Vous êtes là donc pour partager avec nos téléspectateurs vos points de vue sur le Conseil présidentiel d'une part et la lutte pour la sortie de l'Afrique francophone du franc CFA. Merci d'être encore là une fois. Merci à vous. Une transition et nous retrouvons nos invités pour le débat. Mesdames, Messieurs, chers invités, 11 bénévoles liés à l'Afrique auront un accès direct au président pour lui remonter des idées et faire passer ses messages. Et en se dotant donc d'un tel groupe de travail, la présidence espère ainsi faire montre d'une meilleure expertise de l'Afrique et éviter également des impairs diplomatiques comme ce fut le cas en 2007 pour Nicolas Sarkozy, dont le controversé discours de Dakar entacha durablement ses relations avec le continent africain. Conseil présidentiel pour l'Afrique, Chams, Parterne, est-ce que c'est nécessaire? Écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose. La vraie question, c'est quel est le point de vue? Ce Conseil présidentiel pour l'Afrique n'est pas pour défendre l'Afrique, mais pour défendre les intérêts de la France, pour conseiller le président français. D'ailleurs, l'annonce a été faite dans un contexte bien particulier, puisque c'était lors du discours du président Macron aux ambassadeurs français. Majoritairement en provenance de l'Afrique, on va dire. Majoritairement, non. C'était l'ensemble du corps diplomatique français qui était réuni. Il a évoqué plusieurs sujets de politique étrangère, dont cet aspect africain. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quel est le champ d'action de ce Conseil présidentiel pour l'Afrique. Ils auront donc accès direct au chef de l'État, ils vont lui remonter les informations au fur et à mesure et lui font également des propositions sur le continent africain. Mais dans quel domaine? Le domaine du business? De l'éducation? De l'énergie renouvelable? C'est ce qui vous préoccupe, vous? Pas du tout. Ce sont les annonces qui ont été faites. Non pas par le président lui-même, mais par l'équipe qui l'entoure pour relayer l'information qu'il a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce conseil présidentiel est effectivement là pour le conseiller avec un accès direct, mais le monsieur Afrique de l'Élysée, il existe toujours, monsieur Paris. Vous pensez que la France-Afrique se renforce davantage? Non, je pense que il faut remettre les choses en perspective. Si on prend le cas, par exemple, du discours de Yves Le Drian lors de l'ouverture de la semaine des ambassadeurs, toujours le corps diplomatique français. Il a commencé par dire, le discours s'intitulait « Un ambassadeur, un entrepreneur ». D'accord? Et tout son discours consistait à dire que l'objectif du corps diplomatique français, c'est d'être les représentants des entreprises françaises. Ça veut dire que bien que l'on dise, ou plutôt bien que l'Élysée ou la France dise qu'elle veut renforcer son partenariat avec l'Afrique, il faut que le partenaire soit prêt également. Nous devons nous préparer parce que chacun défend ses intérêts. Chacun défend ses intérêts. Souleymane Hamzat, est-ce que c'est comme ça vous voyez la mise en place de ce creuset, le Conseil présidentiel pour l'Afrique? Déjà, je me pose la question de savoir pourquoi un Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et je n'y trouve pas de réponse. Parce que j'estime qu'il appartient aux Africains. Ils ont répondu, hein?
j'estime qu'il appartient aux Africains de prendre leur destin en marche et de ne pas se faire dicter ce qu'eux, ils veulent. Le président français a fait inviter autour de sa table 2 chefs d'État africains. Ces 2 chefs d'État africains sont-ils représentatifs de toute la francophonie, de tous les États francophones d'Afrique? Il a juste profité du sommet sur la migration. Non, je me pose cette question-là déjà. Je trouve que c'est inadmissible, par exemple, de n'avoir pas invité mon président, le président Talon, par exemple, de n'avoir pas invité un président comme le président Faure, de n'avoir pas invité un président comme le président Alpha Condé. Je ne comprends pas pourquoi. De 2, je me pose la question, pourquoi avoir créé un conseil? Je n'y trouve pas de réponse parce que juste après, je vois autour de cette question-là, n'est-ce pas, un conseil qui émane avec des têtes que nous ne connaissons pas, nous. Comment ça, vous ne les connaissez pas? Nous ne les connaissons pas. Même... Ils sont issus de la diaspora, mais quand vous prenez par exemple Jean Makadovi Bokov, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Ah bon? Je ne le connais pas. Moi, je connais, le premier représentant de mon État qui peut défendre mes intérêts, c'est le président de la République. Ce n'est pas Makadovi Bokov, ce n'est pas Agnabossou, l'ambassadeur. C'est quand même quelqu'un qui a fait le bain avec Macron, il le connaît très bien, donc il va nous remonter les brèches d'informations. Si demain j'ai des problèmes en France ou ailleurs dans le monde, le premier responsable à qui je m'adresse, c'est le chef de l'État. Il est garant de ma vie, est garant des institutions de mon pays. Donc il peut parler valablement au nom de mon pays. Si celui-là n'est pas invité, alors il n'y a pas match là-bas. C'est terminé ça. Vous voyez, ils sont dans une logique de nous faire passer pour des idiots. On a dépassé cette étape-là. Je suis resté 16 ans en France, contrairement à mon co-débatteur qui est resté encore plus. Je suis sûr que sur ce point-là, il est d'avis. Je ne peux pas comprendre qu'on laisse celui qui me représente pour aller choisir quelqu'un que je ne connais pas. Pourquoi? Shams Padarou, Shams Paterne, ici, il est question que l'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est Macron qui le dit, c'est pour cela, il ne faut pas le laisser seul sur la voie des défis de demain. Quand même, vous lui prêtez pas une mauvaise intention quand il parle comme ça. Non, la première partie de sa déclaration, je m'inscris totalement dans cette déclaration. En revanche, la seconde partie, il ne faut pas la laisser seule. Le monde entier s'accorde pour dire que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. Le monde entier est dans une quasi-récession. Tout le monde cherche des parts de croissance. La part de croissance du 21e siècle se fera en Afrique. Et le gâteau africain, chacun veut y avoir sa part. Ah bon, l'Afrique est un gâteau désormais? Vous parlez d'une nouvelle balkanisation ou quoi? Du tout, du tout, du tout. C'est un moyen simple de bien comprendre les choses. Nous avons un potentiel, notamment agricole. Nous avons des richesses minières. Nous avons tout un ensemble de potentialités qui intéressent le monde, mais qui nous appartiennent. Souleymane Hamzat, la France s'inscrit désormais dans la vision, du moins de relever des défis démographiques, politiques et climatiques avec l'Afrique. Et Macron a promis d'ailleurs se rendre tout prochainement à Bamako pour donc prononcer ce discours-là. Vous ne pensez pas que, effectivement, l'Afrique a intérêt à entretenir ce partenariat-là? L'Afrique n'a plus besoin de discours. C'est terminé. Écoutez, il faut quand même faire des propositions avant de les décliner en actes. Il faut arrêter les dîners de gala. C'est des dîners de gala pour nous. Nous, on veut aller aux actes. Et pour aller aux actes, on ne peut pas décider à notre place. On ne peut pas créer un conseil présidentiel avec des gens qu'on ne connaît pas. Et mieux, écoutez, vous parlez de l'Afrique, vous parlez de l'immigration. Vous avez soit parler de l'immigration. Écoutez, l'immigration, est-ce que il vous arrive de prendre des avions? Prenez des avions, faisons l'immigration dans le sens contraire du terme. Allez à l'aéroport de Cotonou samedi soir et regardez tout ce qui sort de l'aéroport. Ces gens-là, que vous voyez rentrer dans le pays, qui viennent parce que les mallettes sont lourdes. Vous pensez que ça, c'est pas de l'immigration? Quand ils viennent avec des... Là, c'est le pouvoir de l'argent qui parle.
Mais quand il s'agit de Manadou ou de, je sais pas, Bineta, qui ne vont pas le Tchad, qui arrivent, je sais pas, dans la Libye, qui traversent la mer, qui, au péril de leur vie, n'y arrivent pas. Là, c'est des immigrés, c'est le mauvais. Il faut le mettre de côté, il faut le renvoyer. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête. Nous sommes dans une logique de ne plus nous faire dicter ce qu'ils ont à faire. Ce conseil présidentiel, oui. Ce conseil présidentiel pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est un machin pour aller de plus en plus convoiter les ressources de l'Afrique. Mais il y a déjà la carte à 1 milliard que la Banque mondiale est en train de financer, qui va répertorier les ressources minières. Qui finance ça? La Banque mondiale. Ah bon, c'est ce qu'ils vous ont dit. Et ils demandent à l'Afrique de payer les 800 millions de dollars restants pour... Écoutez, j'ai regardé hier sur Canal Plus une émission liée au massacre de Bukavu. Mais c'est incroyable. C'est des multinationales qui... Vous allez remarquer, vous serez surpris de remarquer, de voir avec moi, qu'on va coller à ce conseil présidentiel-là toutes les multinationales européennes qui viendront avec des schémas tactiques de déploiement de l'Afrique. Vous allez le constater. Et ça, on ne laissera pas faire. Paten, à quoi servira véritablement ce conseil, puisque aujourd'hui, vous estimez que la plupart de ces membres, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, il y a beaucoup d'Africains à l'intérieur, parmi les 11. Dans ce conseil présidentiel, il y a quand même 2 ressortissants béninois. Donc, je ne les connais pas tous personnellement, mais globalement, ils sont quand même plutôt connus et reconnus dans leur autre pays. C'est quoi leur autre pays? La France. La France. Ouais, c'est des binationaux, en fait. Bien sûr, pour la plupart. Il y a... ils sont quasiment tous binationaux. Les 2 Béninois sont binationaux. D'ailleurs, Monsieur Agnan-Bossou, comme le soulignait monsieur, a non seulement fréquenté l'ENA, mais a fait partie du corps de la préfectorale française, avant d'être nommé ambassadeur pour le Bénin, auprès de Paris. Vous voyez? Donc, il ne faut surtout pas oublier quel est l'objectif de ce conseil présidentiel. Il n'est pas là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il est là pour donner les informations, pour conseiller le président français qui, lui, à l'instar de ce que disait monsieur, est là pour garantir les intérêts de la France. Le président Chirac, en son temps, disait qu'il était le premier VRP de la France. Lors de son discours aux ambassadeurs, Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, disait que son objectif, c'était que tout poste diplomatique soit la première maison des entreprises françaises. Donc, le message est clair. Le message est clair, et ce conseil présidentiel pour l'Afrique, attention, en réalité, il n'est pas pour défendre les intérêts des Africains ou du continent africain, mais pour mettre en place des stratégies et défendre les intérêts de la France, voir comment la France peut continuer soit à influer, mais principalement économiquement. La preuve, c'est que si vous regardez la composition de ce conseil, vous verrez qu'il n'y a aucun spécialiste, aucun politique, hormis son Excellence Agnan-Bossou, aucun spécialiste de Sciences Po, aucun de l'IFRI. En revanche, plus de la moitié, enfin d'ailleurs tous, sont des entrepreneurs ou des cadres dirigeants, à l'exception d'une représentante de la BAD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France veut se doter d'un outil qui va lui permettre de comprendre les réalités africaines, puisque beaucoup sont issus de la diaspora, d'accord, pour pouvoir mieux défendre ses intérêts. Et si vous regardez le discours, il y a quelques années, d'Yvon Gattaz, le président du MEDEF, donc le patronat français, il axait son discours lors de l'université d'été sur l'influence de l'économie française en Afrique. Pas sur un autre continent, en Afrique. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que ce conseil présidentiel pour l'Afrique français est pour défendre les intérêts de l'Afrique. Ça, il faut surtout pas se voiler la face. En revanche,
il faut que nous sachions, nous, Africains, béninois en particulier, comment nous pouvons nous organiser pour répondre. Parce que lorsque le président Macron parle de partenariat, il ne faut pas se voiler la face. En ce moment, tout le monde parle de partenariat gagnant-gagnant, win-win. Vous avez déjà vu ça quelque part? Nous qui sommes béninois, nous avons la culture du chef. Nous avons le sens de la hiérarchie. Ça veut donc dire que Une soumission? Non, pas du tout. Ça veut dire que nous avons conscience qu'il y a un rapport de force dans la société, mais c'est vrai également au niveau mondial. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels nous faisons face, nous, Béninois? Nous sommes dans une économie qui est globalisée, qui vit depuis bien longtemps une dégradation des termes de l'échange, mais comment sommes-nous organisés? Prenons le cas du coton. Nous produisons du coton d'excellente qualité. Félicitations, bien pour nous. En revanche, nous portons tous des vêtements ou des tissus qui sont produits ailleurs. La valeur ajoutée est sur le tissu, pas sur le coton. Nous devrions nous organiser pour développer une filière complète, puisque nous sommes producteurs d'un excellent coton. Le monde entier nous envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut donc dire que ce conseil présidentiel, il faut que l'Afrique s'organise pour pouvoir y répondre. Parce que il n'y a aucun politique dans ce conseil présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique africaine de la France continuera à être mise en place par l'Élysée et par le ministère des Affaires étrangères. Ils pourront influer dessus, je n'en disconviens pas, mais toujours dans l'intérêt de la France. Souleymane Hamzat, aujourd'hui, le Conseil est déjà mis en place, il y a beaucoup d'Africains dedans. Vous ne pensez quand même pas que c'est une chance, déjà, dans un premier temps, d'avoir des frères avec qui vous pouvez discuter d'égal à égal ou moins? Écoutez, je me répète encore une énième fois, la France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. Mais quand il met les Africains au service de l'Afrique aujourd'hui, dans un conseil présidentiel comme celui-là... Lesquels Africains? Vous pensez qu'ils ont formaté leur cerveau? Ils sont toujours africains, vous utilisez un terme là qui me plaît. Quand on a été énarque, quand on a fait l'école d'administration française, qu'on a tout fait, on a vécu, mangé, bu, grandi français, à des exceptions près. À des exceptions près. Souffrez que je vous dise que je fonctionnerai français. Je fonctionnerai français. Mon frère qui a décidé, mon co-débatteur, excusez-moi, qui a décidé de revenir sur sa terre, parce qu'il pense que sa terre, c'est l'avenir. Il est africain de la tête aux pieds. Mais vous prenez des gens qui ne sont même pas au contact de nos réalités. Il suffit de quitter le Bénin pour 3 mois pour la France. Revenez-y, mais vous me comprenez. C'est fini, hein? Vous avez perdu une partie de l'histoire politique de votre pays, de l'histoire économique et de l'histoire socio-culturelle. Donc, n'allez pas dormir là-bas pendant 30 ans à répondre aux ordres de quelqu'un qui vous a nommé, parce que souffrez aussi que je vous dise, si je vous nomme là-bas, c'est pour que vous fassiez ce que je vous demande de faire. C'est pas pour aller me dicter ce que vous voulez faire. Mais ce conseil, par exemple, n'est pas forcément la volonté du président français, c'est quand même un Béninois qui lui a suggéré ça, le franco-béninois Lionel Zinsou. Qui est justement à la base, n'est-ce pas, du rapport Védrine. On voit clair. On ne peut plus nous tromper maintenant, c'est terminé. Vous pensez que très imprégné aujourd'hui, lui, il avait aspiré quand même diriger le Bénin. Donc, justement, ça veut dire à un moment donné qu'il a un penchant pour son peuple, et qu'il veut apporter son expertise quand même pour son développement. Non, on sait. J'étais là pendant la campagne. J'ai été même le coordonnateur sécuritaire d'un candidat à la présidentielle. Je sais de quoi il s'agit. Prenez le rapport Védrine, lisez entre les lignes. Vous comprendrez beaucoup de choses. Aussi bien sur la manière dont ce rapport-là est parti pour une recolonisation totale de l'Afrique et surtout pour l'enracinement du franc CFA. C'est connu. Donc, la France aujourd'hui fait quoi? La France a besoin d'avoir à la tête de nos États des pions, des valets qui lui rendent compte. Et on en connaît. Je ne les cite pas ici. On en connaît. Et on ne s'arrêtera pas, permettez-moi, on ne s'arrêtera pas de revendiquer notre africanité.
il faut repenser tout le concept économique, politique, socio-culturel. Et ça, si nos dirigeants ne sont pas prêts à le faire, la jeunesse va prendre ses responsabilités. Monsieur Chams, quelle est aujourd'hui la préoccupation majeure, par exemple, de ce conseil? Parce que c'est vrai, c'est déjà en place, il doit pouvoir travailler, et c'est pas en France que ça va fonctionner, mais c'est beaucoup plus en Afrique. Quelle est la préoccupation majeure aujourd'hui que les dirigeants africains, le peuple africain peut mettre sur la table? À l'attention de ce conseil, c'est-à-dire quelle revendication ou quelle information nous pourrions demander, nous pourrions faire remonter au conseil présidentiel? Oui, puisque ce conseil est assez direct à Macron, il va lui dire avec précision ce que l'Afrique veut. Oui, alors je vais vous dire honnêtement, dans le concert des nations, hein, il y a le corps diplomatique d'État à État. Je ne pense pas que ce conseil présidentiel pour l'Afrique soit destiné à entendre les doléances des Africains. Je le répète, nous, Africains, devons nous organiser pour défendre nos propres intérêts. Que nous ayons un pendant de ce conseil présidentiel pour échanger, pourquoi pas, mais ce n'est pas en leur envoyant des informations qui vont en tenir compte pour notre intérêt. Ce conseil présidentiel pour l'Afrique est là pour défendre l'intérêt de la France. Donc vous ne pensez pas que l'Afrique aujourd'hui peut faire une proposition, aller à ce conseil-là? Si, mais par d'autres canaux. En réalité, d'abord, c'est un conseil qui est censé se réunir une fois par trimestre. D'accord? Qui se réunira à Paris dans les locaux de l'Agence française de développement, qui est un partenaire du développement institutionnel que tout le monde connaît, je n'en disconviens pas, mais objectivement, que voulez-vous que le Béninois qui ait un problème dans le zoo puisse faire remonter l'information à ce conseil présidentiel? Non, c'est au Béninois. La première mission de ce conseil qui vient d'être mise en place, c'est d'élaborer le discours que Macron va prononcer à Ouagadougou. Qu'est-ce que vous attendez dans ce discours-là pour sortir? Rien du tout. Comment ça? Rien du tout. Moi, déjà, tout est faux dès le départ. Tout est faux. Je me répète encore une fois. Si vous voulez parler, si vous le Bénin, vous avez ce conseil-là, des trucs à faire au Bénin, qui s'adressent au président de la République du Bénin. Et de chef à chef, ça du président français au président béninois. Ce conseil présidentiel, je ne sais pas quoi, là, pour moi, il n'existe pas. Et je demande au président Talon, n'est-ce pas, président de mon pays, de prendre toutes ses responsabilités pour refuter cette connerie-là. C'est une connerie, c'est une bêtise. Et tous les États africains sérieux, en particulier ceux qui sont francophones, et liés à ce conseil-là, franchement, c'est envoyer le pays dans le gouffre. Il faut qu'ils apprennent à se faire respecter. Il faut apprendre à se faire respecter. Quand le président... Ils sont allés en Afrique du Sud lors des obsèques du président Mandela. Il s'est passé un incident diplomatique majeur où c'est que les Français s'attendaient à ce qu'on leur donne le micro pour nous servir la même salade, les mêmes discours qu'on connaît. Ils n'ont pas eu le micro. Ils sont sortis du stade, même avant que la cérémonie ait lieu. Et le président Hollande et le président Nicolas Sarkozy. Je prends le cas de l'Angola. Écoutez, souffrez qu'on dit, il faut arrêter, nos chefs d'État doivent arrêter d'être des suivistes. Ça dit, venez en France, j'ai besoin de vous, vous venez, et ben voilà, je veux créer ceci, je veux faire cela, je veux faire cela. C'est fini, on n'est plus aux ordres de la France. Ça va continuer encore. Ça ne peut plus continuer. C'est pour régler la crise migratoire, il a fallu que Idriss Déby et Issoufou Mamadou soient invités à Paris. Vous ouvrez un débat intéressant. Et je voudrais que les téléspectateurs m'écoutent. Quand on parle de l'immigration dont ils parlent, quand on va en France, l'immigration est productive de l'économie française. Nous payons nos impôts. Moi, j'ai chez moi ici ma carte de résident français. Je ne suis pas français, moi. J'ai refusé. J'ai chez moi ma carte juste parce que ça me permet d'y aller. Et quand je suis là-bas, je travaille, je paye des impôts. Mais ils n'ont pas besoin de tout le monde. Attendez. Arrachez à la France les immigrés et vous verrez le bordel qui va s'installer en France. Ah bon? Qui sont ceux qui balayent les routes? Qui
qui sont ceux qui nettoient les trottoirs, et ceux qui s'occupent de l'aménagement, allez à la mairie de Paris. Vous vous rendrez compte de ce que c'est. De deux, quand vous allez dans les petits boulots, je veux parler du videur d'une boîte de nuit. J'ai été chef sécurité d'une société en France. Je sais de quoi je parle. C'est confié à qui? La plupart des gens qui font ce métier en France, c'est des immigrés. Vous avez déjà vu un Français videur? Il vous pose un arrière maladie, au bout de 3 jours, il dégage. Mais il n'a qu'à essayer de le faire. Maintenant, dans le sens contraire, ceux qui viennent avec les mallettes, là, qui atterrissent à Cotonou, à Ouaga, je ne sais pas où, mais dites-leur aussi de contribuer à l'économie locale. Vous voyez le diamant? Dites-moi combien d'Africains le portent. Vous voyez alors, combien d'Africains en ont sur le bout de... Vous les voyez sur les Champs-Élysées, là, en train de leurrer dans les vitrines. Il faut que ça s'arrête. Et pourtant, le diamant, nous marchons dessus tous les jours. Ah, si vous permettez, le diamant, moi, je suis pour qu'on continue à l'exporter. En revanche... Pas dans le sens où ça se passe. En revanche, la transformation, la taille des pierres doit se faire chez nous. La valeur ajoutée doit être mise en place chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous avons des... Ça veut dire que le produit fini parte de l'Afrique pour l'extérieur. Bien sûr. Est-ce que... Donc vous rejoignez? Non, attendez. Lui dit qui ne veut pas que ce soit consommé là-bas. Non, j'ai pas dit ça, Attendez. Consommé partout dans le monde, mais que nous produisions les produits... Non, je me corrige, je m'excuse si je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire ceci, le diamant tel qu'il est parti de l'Afrique, il y a le processus de Kimberley qui a été mis sur un certain nombre de pays en guerre pour ne pas favoriser le terrorisme et tout ça. Mais quand vous vous rendez compte, allez au Congo, allez à Bukavu, j'ai suivi ça hier. Il se passe que ces multinationales-là ne payent nos propres frais. L'Africain est devenu un loup pour l'Africain qui pille les terres. Mais le diamant est sorti souvent de l'Afrique par des moyens que nous connaissons. Ça a été toujours comme ça. Qui n'ont jamais été légal. Et quand on parle du diamant, qui n'ont jamais été légal. Ça appelle l'argent. Et aujourd'hui, le combat de la jeunesse africaine, surtout panafricaine, engagée aux côtés de quelques chefs d'État africains, c'est bien sûr sortir les pays francophones du franc CFA. Shams Paterne, est-ce que cela vous tente aussi de quitter le franc CFA? C'est chasse. Ceci dit, un État souverain sans monnaie souveraine, ça n'existe pas. La monnaie, frapper la monnaie, c'est l'apanage de l'État. C'est un des attributs régaliens de l'État. Alors que les États africains, ou certains États africains, dans une logique d'intégration régionale ou économique, décident d'avoir une monnaie commune, c'est une chose. Mais avoir une monnaie dont la politique financière est en partie dictée par un autre État ou par un autre espace économique, est-ce normal? Je suis désolé. Qu'est-ce qui gêne? Ce qui me gêne, c'est un problème de souveraineté, monsieur. Nous sommes des États indépendants. Le Bénin est indépendant depuis 1960. Mais nous ne maîtrisons pas notre monnaie. Alors certains me diront, il y a des réalités économiques différentes. Le Nigeria n'est pas le Bénin, n'est pas le Ghana, n'est pas le Togo. Je n'en disconviens pas. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une monnaie commune. On peut très bien le faire. C'est une question de volonté. C'est la première chose. La deuxième chose, monsieur disait tout à l'heure qu'on nous imposait beaucoup de choses. Justement, il est temps que nous agissions en adultes. Nous sommes chez nous. On ne peut pas venir chez moi me dicter ce que j'ai à faire. Mais le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. C'est un village planétaire, certes, mais les frontières subsistent malgré les espaces économiques, malgré l'intégration. Prenons le cas de la CEDEAO. L'État béninois est toujours présent. Les frontières n'ont pas bougé. Prenons le cas de l'Union européenne. Les frontières de l'Hexagone existent toujours. Les frontières allemandes existent toujours. D'accord? Bon. Donc, c'est un État de fait. En revanche, je suis chez moi, je ne peux pas venir dans votre maison pour vous dire comment vous devez arranger vos meubles, quand même. Et vous pensez que c'est dans cet état que nous sommes actuellement en Afrique? Je vous le dis honnêtement, nous manquons de respect nous-mêmes. Nous parlons souvent des autres qui viennent mettre les choses en place chez nous ou qui défendent leurs intérêts. Mais quand défendrons-nous nos propres intérêts? Qui le fera si nous ne le faisons pas? C'est ça le combat du franc CFA? Mais le combat, je commencerai déjà par
pas tirer un coup de chapeau à mon frère Kémy Séba. Franchement, respect. Il a su réveiller, n'est-ce pas, et susciter l'engouement de cette jeunesse patriotique. En violant une loi, un principe qui est établi. Brûler un billet de francs CFA, un seul billet, n'est pas condamnable. C'est pas condamné par la loi. Lorsque vous brûlez un, vous brûlez 100. Vous brûlez un, ce n'est pas condamné par la loi. Ça a été dit lors du procès. Mais quand on dit deux, on peut dire trois. Écoutez, il est temps que nous revenions à nous-mêmes. Hein, comme nous décidions n'est-ce pas, de créer notre propre monnaie. Ça, qu'on le veuille ou non, il faut y arriver. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est la question du développement, du sous-développement de l'Afrique, c'est vraiment la monnaie? Le sous-développement de l'Afrique est lié en partie à la monnaie aussi. Pourquoi? Imaginez-vous que le Bénin décide de vendre son coton, qui est aussi de bonne qualité. Il faut qu'on se réfère d'abord à la BCEAO, la Banque de France et tout, le bordel, le cheminement que nous connaissons. Mais c'est pas possible. Le Chinois viendra vous vendre son coton au Bénin en passant par la BCEAO. Il vient vous dire, voilà, j'ai mon coton, c'est 10 francs, et puis voilà. On s'entend sur une base financière, et le deal est fait. Il faut que j'aille rendre compte à la Banque de France, qui d'abord, en retour, soustrait 50%, je crois, Écoutez, le débat est lancé. Maintenant, la boîte de Pandore, elle est ouverte. À travers l'action de Kémy Séba. La boîte de Pandore est ouverte et je pense que beaucoup de nos dirigeants, durant ce week-end show-là, se sont rendus compte de certaines vérités que la jeunesse africaine, francophone en particulier, commence pas à en avoir ras-le-bol de cette méthode financière de gouvernance mondiale, entre la France et nos États. Nous sommes tenus par le franc CFA pour être des esclaves de la France. Et il faut que ça s'arrête. Chasme, c'est bien cela. Chasme paterne. Est-ce que vous pensez véritablement que le franc CFA nous enchaîne et enchaîne également nos dirigeants? Je vais vous prendre un exemple concret. Le Nigeria a vu son économie ralentir. Plus une inflation qui devenait dérangeante. Ils ont vu baisser dramatiquement les investissements directs étrangers dans leur pays. Quelle a été leur réponse? La dévaluation de leur monnaie. Leur monnaie qui était à parité, le Naira était à parité égale avec le dollar, ils ont dévalué la monnaie de manière à rendre l'économie plus compétitive et accroître l'attractivité du pays pour que l'investissement direct étranger revienne à nous. Mais lorsque vous n'avez pas la souveraineté de votre monnaie, comment faites-vous? Alors vous me direz, nous sommes dans un espace économique, par exemple, il y a différents... C'est d'accord, mais les États, entre eux, peuvent s'entendre pour définir une politique monétaire commune. Vous voyez? Donc, la question de la monnaie est une question fondamentale. Il y a un seul exemple dans le monde, à ma connaissance, qui va dans le sens contraire. C'est l'Allemagne. L'euro est fort. Néanmoins, ça n'empêche pas l'Allemagne d'exporter. Et sa balance commerciale est excédentaire. Mais c'est le seul exemple que je connaisse. Tous les autres pays, à l'exception des États-Unis, parce que les États-Unis, leur dette est financée par le reste du monde, tous les autres pays jouent sur la compétitivité, enfin, de leur monnaie, jouent sur leur politique monétaire pour la compétitivité. Alors, quand vous prenez par exemple les pays africains, vous avez cité 2 fois déjà le cas du Nigeria, oui. Vous ne pensez pas que les pays anglophones sont plus travailleurs que les pays francophones? Ce n'est pas une question d'être travailleur. Je vous assure, le Béninois est travailleur. C'est une question de comportement. Quand vous avez parlé tout à l'heure de votre coton que vous n'avez pas transformé sur place, est-ce que vous travaillez comme ça? Vous produisez le coton, mais vous ne finissez pas. Je suis bien d'accord avec vous, mais vous pensez que l'agriculteur dans son champ de coton n'est pas travailleur? Excusez-moi, il est travailleur. Mais ça ne suffit pas. Le vrai problème, c'est au niveau du pays. Est-ce qu'on veut développer notre pays en
en organisant ce qu'on appelle communément les chaînes de valeur, est-ce qu'on veut participer au développement de notre pays par la promotion de l'agriculture, puis par l'industrialisation, parce qu'à un moment, il faut transformer pour conserver ou pour pouvoir utiliser le fruit des récoltes agricoles. Donc c'est une question qui est fondamentale pour moi. Mais néanmoins, pour en revenir à la question du franc CFA, cette question est vitale parce que si vous voulez développer votre économie, à un moment, il va vous falloir du matériel que vous allez devoir acheter et où il va falloir vendre également pour pouvoir obtenir. En quoi le franc CFA empêche cela? C'est toujours une question de compétitivité. Aujourd'hui, l'euro est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mécaniquement, le franc CFA, puisqu'il est arrimé à l'euro, est une monnaie qui, quelque part, est forte. Mais alors, lorsque quelqu'un veut acheter un produit africain, en fonction de la monnaie qu'il a, c'est pas forcément favorable pour lui. Mais ça défavorise le continent, en tout cas l'économie des pays de la zone franc CFA. En partie. Alors, monsieur Hamzat, aujourd'hui, les dirigeants africains ne vous écoutent pas trop ou ne sont même pas prêts pour la cause. Il y a l'emblématique chanteur ivoirien Alpha Blondy qui, à travers un coup de cœur, a demandé à Macky Sall de libérer Kémy Séba, qui a été d'ailleurs relâché. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains, à partir de cet instant, vont commencer par agir, vous accompagner dans la lutte? Je serais au regret de vous dire qu'ils sont en retard sur l'histoire. Ils sont en retard, pourquoi? Parce que vous prenez derrière la dernière réunion qu'il y a eu au niveau du Conseil de l'UEMOA, je peux appeler ça comme ça, où Marcel de Souza, le président de la commission, la commission de l'Union monétaire ouest africaine, qui disait qu'il fallait reporter la création de la monnaie à perpètre. Mais écoutez, à partir de là, je me demande où se trouve la décision politique. Mais est-ce qu'on est prêt? Le peuple est prêt et même en avance sur nos dirigeants. C'est aux dirigeants de se... Écoutez, je ne viens pas au pouvoir, certes, pour faire ma politique. Les mécanismes institutionnels, c'est pas le même qui gère ça. Je ne viens pas au pouvoir pour faire ma politique parce que je pense qu'elle est meilleure à la pensée du peuple. Je viens pour servir le peuple, pas pour me servir. Donc nos dirigeants doivent d'abord se mettre ça dans la tête. Le peuple aspire à une nouvelle monnaie. Parce que ce peuple-là, cette jeunesse africaine, se rend compte aujourd'hui il y a les termes de manque qui ne sont pas aussi employants pour exprimer ce que je pense. On pense qu'on l'a fait à l'envers. Il faut arrêter ça. Et nos dirigeants le savent. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils le savent très bien. Alpha Blondy disait que le temps de pleurs est passé. Il faut agir. J'ai souvent dit, refuser de subir, c'est passer à l'action. Et là, c'est le temps de l'action. Nous sommes à l'heure de l'action. Kémy Séba a commencé son combat, lui, qui concerne le franc CFA. Souffrez que je vous dise qu'il y en a qui viendront demain vous dire qu'il faut combattre des multinationales parce qu'elles pillent le Congo. Souffrez que je vous dise qu'il y en a qui viendront se dire il faut arrêter la saignée, notre coton ne se vendra plus à 250 francs. Souffrez que je vous dise qu'on ne voudra plus importer vos vaccins parce qu'il y en a qui tuent. Il y en a dans ces vaccins-là qui tuent. Souffrez que je vous dise que nous ne voulions plus que vous nous dictez notre manière d'être politiquement correct. Démocratie ou pas, le problème est un problème de développement. Si la Chine ne s'est pas développée en faisant la démocratie. La Corée du Nord... Vous voulez retourner aux vieilles habitudes? Non, pas ça. Les vieilles habitudes, c'est quoi? C'est le coup d'État? Non. C'est les régimes totalitaires? Écoutez, autocratiques? Si c'est le coup d'État, j'en sais quelque chose. Je suis un ancien. Donc, c'est révolu cette époque-là. Nous aspirons, nous, aujourd'hui, de la jeunesse, en tout cas celle que je connais, qui est de ma génération, et qui est sacrifiée d'ailleurs, qui essaie de se relever, nous essayons de dire non. Et nous commençons déjà par dire non. Parce qu'il va falloir que nos chefs d'État acceptent de se faire respecter. Je vais vous donner deux exemples sur ça.
ça va un peu, disons, à l'encontre de l'émission. Je ne comprends pas qu'on reçoive des chefs d'État, n'est-ce pas, tapis rouge, machin, tout ça, à l'Élysée, dans les groupes, les beaux salons. Et quand on reçoit Macky Sall sur une terrasse derrière, sur un peu... Non, franchement. On reçoit nos chefs d'État, Idriss Déby, accompagné des chiens. Je vais leur conseiller, moi, je ferai que je leur conseille de les recevoir aussi avec des cabris à la main. Avec qui les reçoivent avec des ânes dans le dos. Il faut se faire respecter. Moi, Thomas Sankara, il était à Paris. Il a reproché à la France de n'avoir pas envoyé son président venir l'accueillir. Parce qu'il est président, même s'il est président d'une seule famille, chez lui, il représente cette famille-là. Il a dit, si vous ne m'envoyez pas une délégation, je ne descends pas de l'avion. Il a fallu lui envoyer le maire de Paris, ça a créé un boucan diplomatique. Mais de ce fait, ça a commencé par réveiller un certain nombre de personnes. Et quand j'ai pris le cas de l'Angola tout à l'heure, je disais, le président Hollande a été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Je crois, en Angola. Faisons-nous respecter. Si moi, je suis chef d'État, ils me reçoivent chez eux, à l'aéroport, je les reçois chez moi. Ils ne viennent pas, je n'y vais pas non plus. Jasmin, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le temps d'action est arrivé pour le continent africain? Ils ont trop parlé? Nous avons trop parlé. En réalité, c'est à nous d'agir. Personne ne défendra les intérêts du Bénin si ce n'est les Béninois. Que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de la diaspora. C'est également pour ça que je suis rentré dans mon pays, parce qu'il y a un temps pour tout, et personne ne construira chez moi si je ne le fais pas. Justement, vous êtes resté dans l'Hexagone des années durant. Aujourd'hui, vous êtes porteur de projet. Effectivement, pourquoi vous n'avez pas exécuté le projet là-bas? Pourquoi vous êtes rentré? Je suis né au Kangezo, monsieur. Ma famille est depuis 4 générations à Tokpa Demain. Vous savez, lorsque j'étais en France et qu'on me parlait de l'Afrique, quand on me parlait du Bénin, c'était pour me dire 2 choses. Il paraît que c'est la première démocratie africaine. La deuxième chose, mais où est-ce que ça se trouve, le Bénin? On ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît les Béninois, mais les gens ont du mal à situer le Bénin sur la carte. Il nous appartient à nous, Béninois, de faire ce qu'il faut pour que notre pays soit connu. Il nous appartient à nous, Béninois, de construire notre pays. Il nous appartient à nous, Béninois, de valoriser nos produits. Je vais prendre un exemple. Afitim. Le monde entier connaît la moutarde de Dijon. Qui connaît le Néré? Qui connaît Afitim? Vous connaissez Dijon? Dijon, à l'échelle de la France, c'est l'équivalent de l'Ocosa. Nous avons à Djebadi du sel de qualité qui est très iodé et on importe encore du sel pour notre propre consommation. Alors que tous les ans, nous formons des ingénieurs en génie civil et qu'on pourrait avoir des marais salants dignes de ce nom à Djebadi. Dans 2 minutes, on est sorti de cette émission. Le franc CFA ne serait même reconnu en France, dans les banques françaises. Vous confirmez l'information? Je confirme, vous ne pouvez pas faire de change dans les banques françaises. Il fut une époque où la Banque de France faisait le change, mais ce temps-là est révolu. Donc, lorsque vous avez besoin de voyager dans un espace, un pays où le franc CFA est la monnaie, vous devez faire le change sur place. Souleymane Hamzat, pour sortir de cette émission, vous avez dit que la jeunesse panafricaine était engagée aujourd'hui pour sortir du franc CFA et le Conseil présidentiel pour l'Afrique est un machin. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Qu'il faut penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Rien ne se fera d'une manière autre que celle-là et que nos dirigeants prennent sur eux la responsabilité morale, politique, économique et financière de nous sortir de cette connerie appelée le franc CFA. Et s'ils ne le font pas? Ben, la jeunesse prendra ses responsabilités. Et elle a commencé. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission consacrée au Conseil présidentiel pour l'Afrique. Creuset mise en place par le président français Emmanuel Macron pour réfléchir à sa politique étrangère, surtout sur le continent africain, et également de la lutte que mène la jeunesse africaine dans le cadre du franc CFA. Ce sera donc tout. Donc, comme je le disais, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est donc un débat
qui est ouvert et qui donc s'adresse à tous les Africains, épris donc de paix et de développement. À chacun et à tous, à très bientôt.